Bienvenue à ce nouveau podcast de la pause ludique, de l'Udivers, avec pour sujet aujourd'hui, on va dire un sujet sur le pouce, oui, bon, on va vous l'avouer. Nous allons parler de préparation dans le jeu de rôle virtuel, n'est-ce pas, Darkman? Oui, tout d'abord, salut à vous les petits gobelins. Aujourd'hui, on parle de la création d'une partie, surtout d'une campagne. Donc, on va parler de comment on crée cette petite campagne, comment on recrute, parce que c'est un recrutement, quels sont les différents modèles de recrutement et quels sont les logiciels qui peuvent être utilisés. Certains sont gratuits, d'autres sont payants et on va vous dire les avantages et Certains, en les effet, surtout inconvénients de ceux demandent que l'on des connaît. connaissances techniques un petit peu plus poussées que d'autres aussi. Voilà. Donc un sujet qui va être rapide, mais qui va nous permettre de discuter énormément, car il y a des choses sur lesquelles Cadus et moi nous ne sommes pas d'accord. Et justement, vous allez pouvoir non seulement c'est vous forger votre propre opinion, mais n'hésitez pas à nous donner les Je vôtres, ne c'est dirais le pas plus mieux, important. exactement. Après, est-ce que nous allons rentrer vraiment dans un sujet de Discord dans ce podcast? Je pense qu'on est un peu plus d'accord dans les techniques de préparation, mais on n'est jamais sûr. On peut être surpris, n'est-ce pas? Voilà. Donc effectivement, vous êtes inscrit sur un serveur Discord, un forum ou autre, et vous dites, tiens, je vais faire une campagne. J'ai trouvé un jeu, il me plaît bien. J'ai trouvé c'est la campagne qui est fournie, super cool, j'ai envie de la faire jouer. Et pour ça, il vous faut donc le MJ, vous, mais des joueurs, hein, parce que tout seul, c'est comme un jeu vidéo. C'est sympa, mais ça va bien 5 minutes. Donc le but est de recruter des joueurs via les forums ou les serveurs que vous fréquentez afin de vous constituer une équipe et ainsi pouvoir vivre cette grande aventure ensemble. Donc, Cadus, toi, quand tu fais une campagne ou un one-shot, comment tu fais pour recruter? Je prends le terme recruter, hein, vous allez voir, c'est fait exprès. Comment tu fais pour recruter tes joueurs? Quelles Bon, sont eh bien, les en ce techniques qui que me tu concerne, utilises? pour recruter, j'essaie déjà de bien définir mon propre projet. Donc, si c'est une campagne, je vais définir exactement la thématique de ma campagne. Je vais définir à peu près les sujets que je vais essayer de mettre en place. Bien sûr, après, c'est toujours possible d'improviser en cours de partie, et c'est là que vous pouvez en rediscuter avec vos joueurs. Et dès que j'ai défini, on va dire, un petit peu ce plan, toutes ces bases, je peux faire genre par exemple une annonce dans un groupe, que ça soit un groupe Discord ou sur un forum de jeux de rôle. Et, euh, et voilà, donc je propose, je leur dis voilà, nous allons faire une campagne avec cette thématique. Donc si par exemple si les personnages doivent jouer des personnages, si les joueurs doivent interpréter des personnages héroïques, donc je leur dis ne choisissez pas cette campagne si vous voulez jouer des méchants, etc. Donc je définis tout de suite le cadre, on va dire, de la campagne. Voilà. Alors moi, effectivement, c'est assez similaire. Donc je vais préparer ma campagne ou mon OS. Généralement, moi, c'est du fait maison. Je vais définir les grands thèmes de cette campagne ou autre. Je vais L'important, définir le nombre de joueurs à ne pas dépasser. C'est 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 très important parce que si je veux un environnement c'est intimiste, je vais pas prendre 7 à 8 joueurs. Je vais en prendre 3 ou 4. Par contre, si je veux faire de la bataille épique, bon, je vais peut-être en prendre 5 ou 6. Donc déjà, les thèmes et l'ambiance que je veux mettre vont, euh,
m'aider à choisir le nombre de joueurs optimal. Une fois que j'ai mes grands thèmes, je vais faire donc le poste de recrutement en disant que je cherche tant de joueurs pour tel jeu, ça sera telle ambiance, il y aura tel grand thème, donc les grands thèmes qui seront abordés. Je mets les règlements que j'applique sur mes tables, la politesse, le respect, gestion, c'est des conflits. Avant, je ne le faisais pas, maintenant, je le fais, et ça vous évite bien des tracas. Voilà. Et j'invite les joueurs intéressés à me contacter Donc nous sommes en train de parler là de contrat social, n'est-ce pas? Non, de recrutement. Pour moi, c'est vraiment la phase de recrutement, puisque je vais discuter avec les joueurs un par un, vraiment de manière individuelle, pour savoir si nos visions du jeu vont concorder, si c'est ma manière de faire jouer en lui expliquant quelle est ma méthodologie, est-ce que ça lui convient ou pas, parce qu'il faut que les joueurs se sentent à l'aise aussi. Et bien sûr, je vais lui demander s'il a des soucis avec les contraintes techniques, que ce soit les logiciels utilisés, ou c'est les contraintes horaires, jour et que ce soit la date, les heures à laquelle on joue, parce qu'on a toute une vie. Et aussi voir si les thèmes, s'il y a dans les thèmes, s'il y aurait un thème qui pourrait le déranger. On ne sait jamais. Donc c'est vraiment individuel. C'est pour ça que je parle de recrutement à ce moment-là. Puisque si le joueur me dit non, j'ai pas la même vision du jeu, les thèmes ils ne m'intéressent pas et les horaires ça ne me convient pas. Bon déjà pourquoi il s'est inscrit? Première question. Et deuxième, je vais pas le prendre, puisque de toute façon, il ne sera pas à l'aise et moi non plus. Donc, ça lui fera perdre du temps comme à moi. Et en plus, je suis sûr que sur un prochain jeu, une prochaine table, on pourra trouver un accord donc qui s'appelle être adulte. Donc, une fois que j'ai mes joueurs, on est d'accord. On est tous d'accord, enfin ils sont tous d'accord surtout sur ma manière de faire jouer, on est à l'aise. C'est là où je vais prendre les grands thèmes et je vais citer les sous-thèmes, en fait, comment ils vont être abordés. Et là, je vais prendre un grand exemple où je ne parle pas de contrat social à ce moment-là, mais d'intelligence sociale ou de concession. Voilà, le terme est important. Je vais prendre, c'est un grand exemple. Supposons que je fasse jouer le monde des ténèbres. On joue, c'est des humains c'est au Brésil, à Rio de Janeiro. Je prends les favelas. Et je dis, je vais y exploiter dedans, c'est les grands thèmes comme la criminalité, trafic de drogue, prostitution, trafic infantile. Posons. Et que j'ai un joueur qui me dit, trafic infantile, moi, ça me met mal à l'aise. Je ne suis pas obligé d'enlever ce thème. Par contre, je peux faire une concession en disant, écoute, tu peux le mettre juste en toile de fond, il reste très très vague, mais ça évite de le traiter pour que tu te sentes mal à l'aise. Je fais cette concession avec lui, parce que lui en concession, il pourra dire ok. C'est là où je mets une différence. C'est qu'il n'y a aucune obligation du joueur de dire oui, et je n'ai aucune obligation de dire oui. C'est pour ça que j'appelle plutôt ça de la concession, et d'avoir un peu d'empathie. À partir de ce moment où on se met tous d'accord sur tous les petits détails de l'ambiance, et que justement on a la pool de joueurs, on vient à la création en groupe qui est citée dans le podcast précédent. Mais c'est comme ça que moi je fais un peu un recrutement, que ça soit sur Discord ou sur un Après, il y a d'autres façons aussi forum tel que le nôtre. Même si c'est pas vraiment du recrutement, c'est plutôt lorsque vous avez déjà un groupe, on va dire, déjà préétabli, c'est de discuter sur la mise en place d'une partie. Donc, la première question, ça serait aussi de déterminer qui serait le MJ. Ça ferait partie d'une discussion. De quel genre de jeu
quel genre de jeu nous allons interpréter, car il n'y a pas que des jeux à MJ, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, il n'y a pas que des jeux à c'est à et c'est à MJ, il faut le Oui, savoir, ça c'est aussi, s'appelle on peut MJ appeler Tournant surtout dans ça le jeu. l'autorité partagée. Ah, je trouve Oui, que donc c'est là, non. c'est une autre façon, on va dire, de créer une partie, c'est donc de discuter directement avec les joueurs, de dire voilà, j'aimerais qu'on fasse une partie. Alors justement, puisque tu parles de jeux on va dire, narration, c'est partagé, car autorité, c'est partagé. Je Tu dirais connais, plutôt le selon mon contraire. point Je de vue, dirais tout que tout JDR est JDR est à autorité narration partagée. partagée, vu que les joueurs apportent de la narration par leur personnage. Alors que l'autorité partagée, ça veut dire c'est apporter plus comment dire, de décision, on va dire, disons, apporter plus à la description de l'univers. Genre, par exemple, un joueur peut dire, ah, oui, nous sommes coincés dans une ruelle, mais j'avais prévu quelque chose, et c'est à ce moment-là que une échelle descend pour me récupérer, par exemple. Voilà. C'est, c'est là. D'accord. Alors moi, j'ai, ok. Moi, j'ai une question justement sur ce genre de jeu où D'une chacun va certaine être façon, voilà, MJ. oui. Finalement, c'est à son tour. On peut le dire comme ça. Voilà. Comment tu arrives à définir la convention, voilà, j'ai trouvé le bon terme, la convention sociale de la table, puisque chaque personne peut apporter un thème, ou plusieurs thèmes qui sont différents, dont certains peuvent heurter la sensibilité Eh bien, des ça se passe autres. par des Comment discussions ça se passe à ce moment-là? antérieures. Genre, par exemple, c'est de se dire qu'on va choisir tel cadre, qu'on va qu'on ne va pas essayer de dépasser certaines limites. Par exemple, on va essayer d'aborder aujourd'hui, par exemple, dans cette partie, on va essayer d'aborder ce genre de thématique. Donc, c'est beaucoup de discussions, on va dire, entre les joueurs. Et il y a aussi un moment, bien sûr, où il faudra toujours, pendant la partie, rediscuter. Genre, s'il y a quelque chose qui a dépassé, on va dire, le cadre défini à la base, ben, on peut dire que, ou on peut dire c'est pas grave, vas-y, continue dans ce que tu fais, ou pas. Mais tout ça, ça reste dans la discussion. C'est la première discussion qui détermine. C'est un peu ce que les forgiens ont appelé le contrat social. Donc, c'est définir les intentions ludiques, définir les limites, les obligations. Voilà. Alors, si tu permets, je vais utiliser le terme de convention, puisque tu sais quand c'est le contrat est quelque chose qui nous oblige à, alors que pour moi, c'est plus là en termes de concession. On fait des concessions et des compromis. Pour moi, je vois plus ça comme une convention, en fait, tacite que plutôt un contrat. Car rien nous oblige voilà, qu'un contrat, c'est t'oblige à adhérer. Oui, Alors oui, que là, je suis finalement, si tu d'accord. adhères pas, tu dis, bah, écoute, dans Le ces cas-là, terme c'est je contrat ne était joue pas. peut-être pas très bien choisi. Convention, c'est déjà un peu mieux. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que je voudrais dire aux gens, je ne suis pas contre le contrat, enfin le contrat social dans le fond, c'est plus dans la sémantique que cela me gêne un peu. Mais bon, donc voilà, pour ça que j'appelle ça plus une convention. Donc ok, donc en fait, c'est vous avez passé plus de temps au final à discuter du jeu qu'à jouer finalement. Ou enfin, c'est que la préparation va être beaucoup plus longue en termes de groupe et d'entité qu'un JDRC traditionnel, où une fois qu'on se Disons réunit que tous et qu'on a fixé les habituellement, cadres, dans on un jeu de rôle commence à plus jouer. traditionnel, c'est le MJ qui a défini le cadre. Donc voilà, donc ça retient, on va dire, en effet, cette période de discussion. Alors que dans une partie comme ça, autorité partagée, car je garde le terme autorité partagée, je dirais que pas le temps qu'aurait pris un MJ à préparer son scénario et tout, bah ça aurait été, ça aurait été juste de la discussion, parce que je pense que
qu'une seule séance. On va parler de séance par exemple de 3 heures parce que bon, c'est un peu ce qu'on fait d'habitude en ce qui nous concerne. Donc une séance de 3 heures suffirait, je pense, à déterminer les cadres, on va dire, d'une campagne. Oui. D'accord. Non, c'est comme je ne connais pas ce genre Enfin, j'ai essayé et c'était pas mon truc. Moi, je suis un tradi, hein, voilà, les gens l'ont compris, je suis un traditionnel. Je n'ai rien contre les autres jeux, mais ce n'est Alors pas là, mon en ce qui plaisir. me concerne, j'avoue que Donc, j'étais aussi, enfin, je le suis toujours, mais un peu moins, on va dire. Je suis très traditionnel. J'aime bien vraiment le concept de MJ. C'est-à-dire, même si je m'intéresse à tout ce qui est autorité partagée, j'aime beaucoup le concept du MJ. J'ai fait surtout beaucoup de parties de jeux de rôle par forum où là vraiment c'était avant de commencer en fait à mettre en place la narration, on disait déjà à peu près qu'est-ce qui pouvait se passer. Donc et ça j'ai pas aimé parce on perdait un petit peu le côté surprise et tout. Sauf que depuis quelque temps, juste pour finir, euh, il y a maintenant, bah, et c'est ça où que j'aime beaucoup, c'est que maintenant il y a des mécaniques, des systèmes de jeu qui, au lieu de créer le chiffre comme on avait l'habitude, elles te donnent vraiment les outils pour créer cette narration. Et donc, tu gardes toujours tu perds peut-être un peu l'aléatoire à cause des jets, mais tu gagnes autre chose parce que tu as maintenant des outils. Et ça, j'aime beaucoup. voilà. Bon, après, moi, je reste un fidèle tradi, mais comme Cadus pourra c'est vous le confirmer, j'arrive de faire un jeu traditionnel, je vais y arriver. Un jeu qui peut être très étonnant. Puisque je suis un bidouilleur de règles et que j'aime bien et que je suis basé moi beaucoup sur la narration et surtout le ludisme. Il faut qu'on se marre. Il faut qu'on prenne plaisir. Donc c'est vrai que, mais j'aime bien le Oui, oui. traditionnel, parce que j'ai une base fixe pour pouvoir travailler. Et que je triche, et que le traditionnel me permet de tricher allègrement, soit en faveur des joueurs, sans Oui, en oui, étonner bah oui. certains, C'est, soit en ma faveur. le tradi, ça restera, je pense, toujours une valeur sûre. Voilà. Après, je vais citer peut-être deux jeux de rôle. Bon, l'un que j'ai un petit peu lu et que l'autre, je viens à peine de commencer et qui par leur mécanique, en fait, vraiment te permettent de créer des parties tout en ayant en fait de l'autorité partagée et en ne perdant pas, on va dire, la surprise. Je parlerai de Polaris de Ben Lehman, c'est pas le Polaris français, donc c'est pas du tout sous l'eau. Où vraiment, c'est bon, il y a une sorte de maître du jeu et c'est assez particulier car chacun a quelque chose à faire. Il donne en gros, il fixe le cadre de la partie et ça se fait très bien. Il y a aussi De Mauvais Rêves que j'ai lu et qui est de l'auteur, je crois, de Voix d'Altari, du podcast des Voix d'Altari, qui aussi en fait te dit par exemple pendant la journée, vous allez discuter entre vous, vous allez faire vos activités pendant les soirées. Il va y avoir le repas de famille où là il y aura des discussions et tout, il y aura des problèmes de la famille et tout, et où le soir il y a les cauchemars et que les autres personnages peuvent aider en gros, le personnage qui est en train de vivre le cauchemar à s'en sortir et je trouve que c'est très intéressant. Après, je reste aussi très traditionnel, j'aime beaucoup les jeux de rôle traditionnels. Donc je suis pas complètement alternatif. Voilà, bah après, moi, avant de venir à la suite, moi, il y a des jeux que j'ai essayé, c'est Wasburg, où c'est un mélange où tu as 5 traits, enfin 5 aspects que tu vas choisir, un peu comme dans Fate. Voilà, le système des aspects, et suivant l'aspect que tu as, dans une situation, tu as un certain nombre de D6 à lancer sur les bonus et les malus de la situation, et si un Alors aspect Wadsburg rentre en jeu, c'est un tu peux sujet assez le jouer pour intéressant parce que t'avoir un j'aime beaucoup bonus. j'avais beaucoup de mal au début avec le système flou, avec le principe des questions, parce que je trouvais que ça donnait bah oui, beaucoup trop de pouvoir aux joueurs d'un côté, parce que
parce qu'on pouvait par exemple régler une simple confrontation qu'avec une seule question, genre est-ce que j'arrive à le tuer? Alors que bon, parfois, si on veut jouer un peu plus dans un mode un peu plus traditionnel où on voudrait qu'un combat soit un peu plus tactique, un peu plus épique, on va dire. Donc voilà, donc c'était pas ce que je recherchais. Mais depuis quelque temps, j'ai lu une version qui s'appelle Age of Legend de Hearthstone, qui utilise le système fou, et j'avoue que ça m'a fait un peu changer d'avis sur ce système. Non, moi je l'ai essayé, franchement, sur un one-shot, et c'est excellent. On a bien rigolé. Et quand le MJ maîtrise vraiment ses questions et qui te répond une question par une autre question, c'est pour te piéger. Ça donne des situations assez cocasses. Donc si vous pouvez l'essayer, je le recommande. Et en jeu alternatif, c'est Palin Pest, hein, la première édition, où ça joue pas au dé, mais avec des mises de tokens. Il va miser secrètement. Donc il y a un petit côté pari, parce que tu ne sais pas ce que l'autre mise en face, mais ça peut amener à des situations assez marrantes, et c'est un jeu où il faut savoir être économisé, de moment il faut tout claquer, donc t'as une part incertitude. Voilà, c'est ce que j'aime, et Hero Wars, hein, où dans le monde de Gloranta, où tu crées ton personnage en répondant à des questions. Enfin, tu vas décrire sa vie, et des lignes que tu décris, tu vas en tirer tes caractéristiques et autres. Donc c'est assez Je intéressant. n'ai jamais joué à Hero Wars ni à HeroQuest, car c'est à peu près, je crois, les mêmes systèmes, à peu près. Donc je sais pas. Est-ce qu'en fait, je sais qu'il y a un système de traits, mais est-ce que les systèmes de traits permettent en fait de créer, on va dire, de la narration de la partie? Genre, est-ce que par exemple, le MJ peut invoquer le trait d'un personnage, un peu comme le ferait dans Fate. Alors, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, je l'avais acheté à l'époque sur la couverture, je disais, waouh, super, c'est cool, et quand j'ai lu, je fais, ok, c'est pas un jeu tradit, donc il a resté très longtemps à prendre la poussière dans mon étagère, mais disons qu'il faudrait le relire, mais pour l'époque, Ah on oui, parlait oui. déjà de créer un personnage par des aspects, et ça, c'est quand même assez intéressant. Mais bon, revenons au sujet, maintenant que vous avez vu à peu près nos points de vue et nos rôlistiques. Maintenant que vous savez comment faire c'est un recrutement, que vous êtes mis d'accord avec vos joueurs, comment jouer? Parce que il y a plusieurs méthodes. Il y a d'abord, c'est la méthode par forum écrit, hein. Vous tapez les textes, hein, certaines typos sont utilisées quand votre personnage parle directement, ou quand vous racontez les événements ou les actions de votre personnage. Oui, oui. Après, Et il y a un il y a deux système de types en fait lancer de de dés, forums généralement de jeux sur de ce rôle. genre de forum. Il y a ce qu'on appelle les forums RP et les forums euh, PBF, genre Play by Forum, mais en gros c'est la même chose. Enfin, c'est assez différent, c'est que certains te permettent de jouer à un jeu de rôle connu, par exemple, il y a un forum L5R qui est fait par Cerber, qui est hébergé par l'association Cerber, qui là, en fait, tu utilises le système de jeu de L5R tout en faisant de la narration par écrit. Il y a d'autres forums, bah, c'est plus, on va dire, c'est plus littéraire, où la présentation de personnages n'a rien de technique, ce n'est que de la description, et que c'est souvent des dialogues, on va dire, entre deux joueurs ou trois, enfin deux personnages ou trois. Et là, ça donne plus, vu que c'est plus lent, le rythme est beaucoup plus lent, donc ça permet en fait de plus entrer dans la description du caractère du personnage, de sa psychologie, que dans la description en fait, que dans une partie par exemple en vocal ou sur table. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai que généralement quand c'est par écrit, on appelle ça une partie asynchrone, c'est-à-dire que quelqu'un poste, le lendemain un autre Exact. poste, donc il n'y a pas de répondant direct. Vous pouvez faire par écrit sur une soirée, donc c'est tout à fait en direct. Vous écrivez, un autre répond, un autre répond. Donc c'est de l'écrit synchrone. Et il y a le vocal. Donc
pour ça, on utilise des logiciels comme Skype, TeamSpeak, Oui, même si Discord, je Mumble, pense que c'est Discord. devenu Oh non, c'est pour une ne valeur citer sûre que. ces derniers temps. Voilà, une valeur sûre, mais il en existe d'autres, il est bien de les citer, et on utilise ce qu'on appelle une VTT, une Virtual Tabletop, qui va permettre d'afficher des images, de lancer les dés et d'avoir une battle map. Donc en logiciel, moi j'utilise Roll20, parce que déjà il est en ligne, donc il n'y a pas de logiciel à installer. Il est gratuit, sauf si vous voulez payer un abonnement pour avoir des options supplémentaires, mais ce n'est pas obligatoire. Et il permet donc de mettre des images, de créer des notes. Il y a déjà plein de fiches de personnages pour de nombreux jeux, souvent c'est en anglais avec les calculs de GD qui sont déjà intégrés. Mais vous pouvez créer vos propres fiches. Vous pouvez mettre de la musique. Il y a plein de bibliothèques musicales aussi. Et donc vous pouvez inviter des joueurs et vous pouvez même faire du Oui. MJ tournant sur ce genre de plateforme. Donc ça, c'est qu'elle répond aussi bien Je peux aussi aux citer joueurs aussi tradis qu'aux joueurs Fantasy Ground, alternatifs. qui est Voilà. très apprécié, que ce soit par la communauté américaine, mais aussi française, qu'on peut voir. Oui, disons qu'il demande plus de Bah, moi, je l'aime connaissances, pas. on va dire un certain minimum technique, un certain bagage technique. Par exemple, il faut déjà savoir créer une autorisation, enfin une autorisation NAT. Bon, je vais pas rentrer sur les détails, mais voilà, pour pouvoir facilement héberger une partie, car contrairement à Roll20, il faut héberger sa partie. Ouais. Voilà. Donc, il faut ouvrir un port, concrètement. Voilà. Et donc, il est payant. Alors, il faut savoir enfin, c'est payant. Il y a la version gratuite, où vous ne pouvez être que joueur, mais il faut que celui qui vous invite ait une licence dit Ultimate, c'est la plus haute licence. Il y a la licence joueur, la licence MJ et la licence c'est Ultimate. Vous les payez. Par contre, vous ne payez un avantage par rapport aux autres plateformes où on paye Voilà. un En plus, abonnement par mois. Celle-là, l'avantage c'est de payé une Fantasy seule Ground, fois c'est et c'est à vie. que il a une interface assez agréable à la vue, ça c'est sûr. Par exemple, il est facile de créer ses propres petites notes, même si c'est tout à fait possible avec Roll20, mais c'est différent, on va dire. Cela permet aussi, son système de rule set est un peu plus poussé que celui Voilà. de Roll20, genre pour des jeux de rôle vraiment très poussés, on va dire en termes de système de jeu comme du Donjon Dragon, c'est excellent. En fait, c'est tellement bien fait que vous pouvez vraiment oublier le système pour vous concentrer sur la narration et sur le RP. Voilà. Et en plus, il faut savoir que vous pouvez avoir des visuels dont vous pouvez acheter, c'est des templates. Certains sont gratuits, je crois. C'est des visuels qui correspondent aux jeux que vous faites jouer, comme Warhammer, c'est Cthulhu et autres. Donc c'est assez sympa. Mais bon, c'est payant. Et il y en a un autre où il y en a deux autres, je dirais, enfin deux ennemis. Il y a Ah, Rollistic et c'est son pas penchant vraiment et ennemi, là, c'est son surtout que homologue Rollistim, en fait, Rollistim. Rollistim Alors, a repris le code de Rollistic et on a fait quelque chose de bien meilleur. Donc, et fait par un Français, Cocorico. de bien meilleur. Mais voilà, c'est que Rollistim est gratuit. Voilà. Donc là, il a une version où vous pouvez créer vos fiches de personnages, mais c'est un peu compliqué. Et donc, en fait, vous téléchargez le logiciel et pareil, vous devez ouvrir un port. Voilà. Et vous pouvez c'est héberger. Et vous pouvez même être MJ sur une partie hébergée par un autre. C'est assez sympa. Donc celui-là, il est gratuit. Vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez mettre des tokens et autres. Alors il est plus simpliste au niveau, et des tokens, ce sont des petits ronds, vous mettez c'est la couleur que vous voulez, mais bon,
En tout cas, Oui, le ça suffit. développeur de Moi, pour le Rollistim moment, fait j'ai beaucoup commencé avec de, Rollistim et je me suis bien voilà, fait éclaté beaucoup de avec. boulot, a vraiment bien amélioré l'interface. Sincèrement, je l'utilise pas encore parce que j'ai un peu de mal un peu avec l'ouverture des ports et j'aime bien me connecter directement et trouver ma partie. Donc Voilà. Et maintenant, avec la nouvelle version, quand vous envoyez, c'est votre IP, une fois que votre port est ouvert aux joueurs, quand vous connectez-vous en tant que MJ, il ça vous met c'est en très haut, c'est bien. la Ça petite c'est très... adresse IP à envoyer aux joueurs. Vous n'avez pas à la rechercher. C'est- Voilà, donc il y a ce n'est rien, mais je peux vous dire que ça vous fait gagner un temps précieux. Et il y a MapTool dans Ah le oui, même ma touche c'est plus système compliqué. qui lui est plus compliqué, hein, parce qu'il fonctionne sous Java. Mais par contre, pour créer de la map, il est excellent. Voilà. Donc là, là, il faut vraiment bidouiller, mais vous pouvez mettre des messages, créer des macro-initiatives. Enfin, il est très complet. Par contre, il faut Sinon, il y travailler. a, Et il y a plein de tutos vous pouvez ne pas utiliser sur ces Internet. logiciels et tout simplement utiliser des sites pouvant proposer des tableaux. Vraiment, si vous n'êtes pas le genre à partager des images et tout, c'est pas vraiment, c'est pas indispensable. Oui. Ah, non, et aujourd'hui avec Discord, il y a des bots pour les lancer de dés. Donc donc vous envoyez l'image de votre perso, de la map, sur le Discord. Vous faites le bot avec les lancers de Il est dés. même possible de Installer un lancer bot, un c'est dé sur extrêmement Twitter simple. grâce au Dice Parser qu'a créé en fait le, le développeur de Rollistim. Voilà. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui en ligne, vous avez énormément de modules pour pouvoir jouer. Donc quand on fait c'est du vocal, il faut avoir un micro casque. Et déjà, c'est beaucoup c'est plus sympa car quand vous n'avez pas de casque, vous offrez aux autres joueurs le retour des enceintes, les bruits et les bruits ambiants, qui est pas très très fun. Et puis bon, quand vous êtes MJ, comme, comme moi, moi je lance les dés sur mon bureau. Ça c'est que pour les MJ. Déjà parce que les joueurs vont entendre le bruit des dés, ces tintements dans un joli bocal en verre, hein, c'est EG. Et généralement, et là ils disent qu'est-ce qui va se passer. C'est une petite astuce, hein, qui fait que vous pouvez tricher allègrement. Ils ne pourront pas vérifier. Il est aussi très facile de créer par exemple une petite macro sur Roll20. On va parler de Roll20. Genre la macro, vous dites, je lance le dé derrière l'écran. Juste ça, ça suffit déjà à un petit peu stresser vos joueurs. Voilà. Mais bon, moi j'aime bien le petit tintement, je suis un traditionnaliste et j'aime manipuler mes propres dés, c'est comme ça, c'est un petit toc, mais ça peut être sympathique. Roll20, effectivement, je vais en parler plus longtemps, c'est celui que j'utilise le plus. Alors pourquoi je l'aime bien? Parce que non seulement il est gratuit, il y a pas besoin de créer un host, il est, on peut y créer une partie, on peut mettre des images d'illustration de sa partie, on peut créer un forum dédié à sa partie. Exactement. On peut aussi avoir de la musique directement. Voilà. Alors qu'avec les autres logiciels, ça aurait demandé un certain nombre de méthodes assez techniques. Alors, sur Rollistim, vous importez c'est la musique, vous devez envoyer le fichier aux autres joueurs pour qu'ils puissent installer c'est les musiques aussi. C'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué. Non, Rollistim, c'est vraiment le meilleur après, je trouve, hein, vraiment. Il s'améliore Oui. énormément. Mais voilà, donc ça c'est c'est Roll20. Vous l'ouvrez, il y a plusieurs, je crois qu'il y a 4 fichiers musicaux, donc il y en a plusieurs où ce sont des sons, c'est d'environnement, hein, des cris, des gouttes d'eau. Il y en a c'est pour le médiéval. D'eau c'est du son MIDI. Il y a un quatrième c'est Funburst, c'est relié à sa Fanburst, je crois. C'est ça. Voilà, voilà. Je crois que Funburst et le nouveau nom c'est d'un ancien.
site d'hébergement de musique. Oui, c'est assez Et proche de SoundCloud, c'est assez. voilà, ouais, et en fait, si vous rentrez un titre, alors c'est en anglais, hein, généralement, je sais pas, si vous rentrez Epic, et vous avez plein de trucs, Epic Battle, Epic Dragon, enfin, vous avez plein de sons avec le mot Epic à l'intérieur, donc vous pouvez trouver énormément de sons. Et en plus, une fois que vous avez mis c'est la musique dans votre liste, vous pouvez la renommer par dire ambiance bataille, c'est narration, tu vas manger cher, enfin voilà. Oui, je tiens à avertir nos auditeurs que Darkman donne toujours des noms assez spéciaux à ses, à ses titres, à ses pistes musicales. Voilà. Je me rappelle encore du 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Deadland. Oui, celui-là, il a marqué beaucoup de monde. Voilà, c'est vrai que la musique a une part, enfin, a une part importante, parce que quand vous jouez en vocal, c'est par internet. Vous n'avez pas les joueurs en face de vous, mais c'est mettre une webcam, hein, puisque c'est que Roll20 gère, c'est les webcams et le micro aussi. Vous pouvez tout faire par Roll20. Je vous le déconseille parce que le son est pas très clean, mais bon. Vous n'êtes pas avec vos joueurs, ça veut dire que vous ne pouvez pas tourner autour d'eux. Vous ne pouvez pas sursurer à leurs oreilles ce que le vilain démon est en train de leur dire. Donc, c'est l'ambiance, je dirais, c'est physique et tactile que vous pouvez mettre sur une table. Eh bien, la musique va la remplacer quand on est en virtuel. Il y en a qui jouent sans, hein, vous pouvez. Mais moi, j'aime bien mettre en fond, hein, très légèrement. Ça fait toute la différence. C'est mon petit conseil. En parlant de ça, en effet, c'est très intéressant parce que j'avais écouté un ancien podcast de la voix d'Altaride que je salue. Et il parlait en fait de la différence entre une partie réelle, donc sur table, et une partie virtuelle. Et toi, en fait, qui a un peu plus d'expérience, on va dire, dans les deux styles, est-ce que, est-ce que tu ressens en gros, bon là je sors peut-être un peu du sujet de base, mais bon, c'était un sujet sur le pouce, donc on peut se permettre quelques digressions. Donc, est-ce que c'est vrai que dans une partie réelle où tu as tous tes joueurs à côté, tu as tout de suite en fait les ressentis, on va dire, de tes joueurs, alors que là tu les as pas vu qu'on n'a pas de webcam. Est-ce que ça t'a vraiment ça a été compliqué pour toi au début ça? Alors, en fait, moi qui suis très c'est IRL, bon, on en fait encore puisque là, c'est demain soir, j'en fais une hein, avec des amis euh, où je suis joueur. Le truc, c'est quand tu es sur une table, déjà tu joues avec des gens que tu connais très très bien, que tu fréquentes. Donc c'est vrai que quand tu vas décrire quelque chose, moi j'aime bien. Alors je ne mets aucune musique hein, en IRL, je le dis tout de suite, zéro. Mais j'aime tourner autour de la table, faire des grands mouvements, c'est mon faciès, hein, je vais le changer si je décris un filou ou si je vais faire un proche chevalier. Là en vocal, j'ai juste ma voix. Vous pouvez remarquer que ma voix n'est pas la plus parfaite du monde. Donc, Ça je vais dire que pour tous nos voix, personne n'aime sa voix, donc voilà. et ma voix elle est plus terrible que la tienne, ça c'est sûr. Donc Voilà. laisse tomber ce côté-là. Voilà. Disons que je vais mettre l'accent, effectivement, je vais plus écouter mes joueurs et je vais plus faire attention au ton de leur voix quand ils vont faire leur RP, quand ils vont interpréter leur personnage. Et c'est là où je vais mettre la petite musique de fond, parce que cette petite musique de fond va marquer l'ambiance que je veux donner. Donc elle va appuyer mes propos. Je vais donner un exemple simple. Si je dis vous êtes dans une grotte sombre et lugubre, humide, si je mets la musique de la petite maison dans la prairie, ça va pas catcher. Par contre, si je mets une petite musique sourde, avec beaucoup de basses en fond, avec un tempo très très lent, les gens disent ok, on voit la grotte, là ils vont être avec moi. Je vais leur suggérer de voir la grotte et leur imagination va faire le reste. Alors quand réel, c'est je vais faire un petit plan, je vais décrire, je vais faire des gestes, c'est pour montrer l'ampleur ou l'immensité.
Alors que là, j'ai beau faire les gestes derrière sur mon écran, vous ne les voyez pas, et je le fais encore. Et parfois, j'ai l'impression de passer pour un con. Mais c'est ça, Je le fais aussi, quand je joue, je fais plein de gestes, mais vous ne le voyez Voilà. pas. Voilà, ouais, exactement, personne ne le voit. C'est pour ça qu'il y a une différence. Donc au début, c'est vrai que j'étais un peu comment je vais faire. Donc je mettais pas de musique, je disais je vais faire pareil que sur table, et finalement on adopte d'autres mécaniques, et les deux sont intéressants. Et c'est vrai que je me sers des mécaniques que j'ai en virtuel pour les poser sur les tables IRL. Par exemple avec les teintes de voix plus prononcées. Ok, ça c'est intéressant. Voilà, donc si on peut utiliser des deux, voilà, dans chaque, ce n'est pas incompatible. Les deux sont formateurs. Mais rien ne vaut une table IRL, hein, je vous dirais, avec les chips, la bière, les potes, et puis la bonne bouffe qui va avant. Mais c'est vrai que le vocal nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes avec qui on n'aurait pas joué parce qu'ils sont à l'autre bout du pays, voire même dans d'autres pays. Donc c'est aussi intéressant. Voilà, je suis d'accord, en effet, c'est intéressant. J'avoue que en ce qui me concerne, j'ai commencé le jeu de rôle très très tard, donc ça fait vraiment, disons que je connais le jeu de rôle depuis longtemps, mais que je n'avais pas tellement l'occasion d'en jouer. Donc je connais plus le virtuel que l'IRL. Vraiment, l'IRL ça a été que quelques tables, c'est tout, vraiment très peu. Donc moi, je ressens pas en fait de manque par rapport à une table réelle parce que j'ai pas eu vraiment l'occasion de les comparer tous les deux. Donc c'est intéressant de savoir de ton côté comment tu le ressens. Enfin, disons que le virtuel a aussi un super avantage, vous ne bougez pas de chez vous. Et quand vous êtes parent, comme moi, je vous jure que c'est un sacré avantage. C'est vrai parce que c'est pour dire qui va gérer, c'est la petite. C'est pour ça que nous, avec les amis, on se fait du IRL une fois par mois, parce qu'on est parents, parce qu'on a d'autres obligations, mais on continue parce que c'est notre petit plaisir. Mais c'est vrai que le virtuel apporte le fait de tiens, en semaine, je peux me poser, j'ai couché, si j'ai couché les, les gosses, c'est bon, j'allume le PC, je rejoins les potes et on joue. Oui, Donc c'est aussi une bonne solution quand vos potes partent dans d'autres villes. Ça peut être une solution pour continuer à jouer ensemble. ah oui, oui, ça c'est sûr. En tout cas, ça a beaucoup aidé vraiment le jeu de rôle virtuel. On le voit partout, vraiment. Ça a permis à des personnes en fait qui n'avaient plus, qui avaient changé de ville, de reprendre contact avec des personnes pour reprendre des parties et tout. Donc c'est excellent de ce côté-là. Mais mais ça n'atteindra jamais vraiment la véritable ambiance d'une table réelle. Donc. Oui, mais c'est pas la même ambiance. Je dirais, c'est pas les mêmes choses. La table réelle, c'est vraiment avec les bons potes, avec les bons amis. Voilà, c'est avec ceux avec qui vous allez au ciné ensemble, ou que vous faites des bouffes, ou que vous faites des vacances, des temps communs, c'est vraiment les bons amis. Voilà, vous êtes vraiment liés par autre chose que le jeu de rôle. Mais ça a commencé par le jeu de rôle. Que le virtuel, c'est plus, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des bleds où il n'y a pas d'assaut, où il n'y a même pas de magasin. Donc ils voudraient découvrir c'est le jeu de rôle, mais quand on regarde, il n'y a rien qui soit proche de chez eux. Et grâce au virtuel, ils peuvent trouver des forums, des salons de discussion, plein de sites, on va les accueillir où ils vont pouvoir jouer. Et ça, c'est super cool. Donc ils vont découvrir c'est le jeu de rôle. Je dirais que c'est que le virtuel a ce gros avantage, en fait. C'est de pouvoir vraiment permettre à tout le monde de jouer. Qu'on soit un débutant ou qu'on soit un vétéran qui n'a plus personne pour jouer parce qu'il s'est éloigné et que la vie a fait qu'il peut toujours jouer. Et on rencontre plein de monde. Et ça aussi, c'est cool. On s'ouvre encore plus, quelque part. Je suis d'accord, en effet. Et puis aujourd'hui, avec YouTube, avec Twitter, Facebook,
tout ce qui est forum de jeux de rôle qui existe, tout ce qui est site, avec tout ce qui est aussi avec Opal, avec la FFJDR, on peut trouver soit des clubs près de chez nous, soit des forums ou des salons Discord pour venir jouer en virtuel. Donc c'est vrai qu'on a, aujourd'hui il y a un très bon référencement. Surtout on voit, j'ai parlé de YouTube, mais il y a plein de personnes qui mettent leurs parties en ligne. Vous pouvez voir à quoi ressemble une partie. Vous avez Aventure, hein, avec des grands youtubeurs qui font leur petite partie, donc vous pouvez voir ce que c'est. Oui, il y a aussi, après, il y a plein de podcasts de parties qui sont un peu plus proches, on va dire, un peu plus proches de la vision JDR, on va dire, que tout le monde. Donc, on peut citer par exemple Les Aventureux, qui font de très bonnes parties. Je vous conseille de regarder The Sprawl. Ça m'a donné envie d'acheter, ça m'a donné envie d'acheter le bouquin. Donc voilà. Je peux aussi Vous je pourrais, il y a aussi Twitch avec Cézille qui fait oui, des parties. sur Twitch. Donc oui, il y avait une campagne de L5R, donc ça m'avait intéressé, je me rappelle. Je peux aussi Ah, conseiller de D6 plus cool pour des jeux de rôle un peu plus alternatifs. Donc même si les dernières parties qu'ils ont mis c'était du Macadabre avec un petit peu plus d'autorité partagée et ça a donné un truc vraiment excellent à écouter. Donc je vous le conseille. bon, il y a aussi d'autres podcasts qui présentent des jeux avec de très bonnes critiques. Il y a Radio Rollist. Ah oui, Radio Rollist sont vraiment excellents pour tout ce qui est critique de jeux de rôle et tout. Oui, c'est vraiment, je le conseille. Je peux aussi conseiller les voix d'Altaïr. Bon, je les ai cités un peu trop, je trouve, aujourd'hui. Donc voilà. Bon, ce n'est pas grave, on leur demandera si notre petit chèque, ne t'inquiète pas. Voilà. C'est sur YouTube également, j'en parle souvent, c'est la Zone Geek, hein, où deux frangins vont raconter leur expérience sur certains jeux, c'est leurs souvenirs. Ils donnent de très bons conseils aussi. Ils sont sympas et il y a toujours la petite bière du jour qui est présentée. Voilà, donc effectivement, ce sont des vieux routards. C'est assez intéressant de voir c'est leur vision du jeu et comment des parties qui se sont déroulées il y a assez longtemps les ont marquées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parties qui nous marquent, on en reparle encore, donc ils nous expliquent leurs expériences, pourquoi ils ont aimé le jeu, pourquoi il y a certaines choses qui leur ont déplu. Et puis ils ont beaucoup ces deux conseils, donc comment c'est démarré, c'est le jeu de rôle, comment faire un bon personnage. Très Donc très bon, c'était une excellente vidéo en effet, avec de très bons conseils. voilà, il y a la cellule de Romaric Briand et de son équipe. Où il y a Allez précommander Vademecum, le dernier jeu de Romaric voilà, Briand. Il est excellent. voilà, je dirais aussi qu'il y a Sens aussi à lire, qui est vraiment un très bon jeu à lire. Hein, à lire et à jouer, hein, Ah oui, vraiment. oui, oui. Mais effectivement, ils vont tester, ils vont faire des séances de jeux, donc soit des jeux assez tradis ou des jeux alternatifs. Effectivement, ils vont décrypter, c'est le jeu de rôle, ils vont décrypter, c'est des théories aussi. Donc voilà, vous pouvez aussi en entendre. Il y en avait un autre qui était sur Radio Rollist et qui est parti, je sais plus, Et c'est Carnet ludographique. de Stéphane Delfino, enfin de Monsieur Delfino, ça je suis sûr. Désolé, le prénom je l'ai oublié. Ah, il donne Voilà, d'excellents conseils. Mais alors là, d'excellents conseils sur la mise en scène, sur la façon voilà. de zoomer sur. Ah oui, c'est excellent. C'est excellent et surtout il a l'art de s'adresser à tout public. Ah oui, complètement. Oui, oui. Donc c'est intéressant, on apprend énormément de choses. En plus, il est très pédagogue, donc c'est à écouter. Donc et il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer. Donc si vous en avez d'autres, si vous-même, d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube ou c'est un
podcast, partagez-le. Après tout, n'hésitez pas, c'est plus s'il y en aura, mieux c'est. Voilà, et c'est toujours bien de savoir en fait que chacun puisse exprimer sa façon de jouer. Après, voilà, chacun a sa façon de jouer. Certains aiment le traditionnel, d'autres aiment plutôt tout ce qui est alternatif. Il y en a qui aiment un peu les deux comme moi. Donc oui, moi je suis très ouvert de ce côté-là. Voilà, donc il faut vous exprimer, n'hésitez pas, vraiment. Voilà. Et surtout, comme je le rappelle à chaque fois, n'oubliez pas la règle la plus importante, amusez-vous. Eh bien, en parlant de s'amuser, et pour finir un petit peu rapidement le podcast, euh, quelle aura été ta dernière lecture de jeu de rôle? Alors en ce moment, j'ai fini Pendragon et là, je m'attaque à Wakumene. Ah, Wakumene, qui est en effet, qui reprend en fait l'Antiquité avec tout ce qui est mythologique et Voilà. Autant celtes, romains, égyptiens, grecs. Donc là, je m'attarde plus sur les Celtes, enfin comme ils disent les Gaulois avec des gros guillemets. Je ne veux pas, voilà, je le mets bien pour ne pas fâcher les historiens en herbe, mais dans ce livre, ils appellent les Gaulois. Euh, bon. Et donc effectivement, je me dis tiens c'est avec les Celtes, ça pourrait être marrant de faire un truc que j'aime bien le peuple celte. J'avoue que je m'y connais plus que dans le peuple grec et de leur histoire. Et c'est vrai que le système est sympa, qu'il y a énormément de choses, que le monde est assez vaste et qu'il y a c'est une campagne qui est fournie dans le bouquin, qui est à la fois courte mais riche, donc on peut en faire plusieurs séances. Donc pour l'instant, je me plonge. Les Pendragon, j'ai écrit un peu Pendragon pour faire une campagne. Il faut que je fasse de la recherche, il faut que je mange de la source et c'est pas évident. Surtout en vieux français, c'est surtout ça. ah oui, j'imagine, oui, oui, oui. Bah, en ce qui me concerne, bah, j'en ai parlé, c'est Deux mauvais rêves de. Alors le nom, je vais quand même, enfin je vais donner déjà le pseudo, c'est Sandrone de la des voix d'Altari. J'avoue que le nom, je suis désolé, mais je le donnerai en description. En tout cas, c'est un excellent jeu de rôle, c'est de l'autorité partagée. Donc en gros, c'est définir un groupe de personnages, bon, dans un contexte assez particulier, mais je vais pas parler plutôt du contexte, mais voilà, en gros, de la partie, comment elle est organisée entre le moment de la journée où les gens vont aller chasser, vont devoir faire leurs activités, donc ça va être plutôt dans la description. Puis il y aura en fait le soir où les gens vont se réunir autour de la table, il y aura où il y aura les moments où les, comment on dit, les disputes, on va dire, entre les membres de la famille se seront peut-être réglées, d'autres ont été créées. C'est vraiment très intéressant. Et le plus drôle, c'est que il a créé un certain nombre de hacks pour ce jeu de rôle, dont un hack pour jouer en fait un groupe de catcheuses en plein, en plein problème, problème de groupe. Donc ça peut être assez drôle. Donc. Moi, il y a un jeu que je voudrais essayer un jour, c'est Perdu sous la pluie. Je ne sais plus de qui il est. Ah bah je peux te le dire, c'est de Viviane Fesson, Mange Lune de son pseudo, et qui a fait aussi Libreté, en fait, qui reprend à peu près le même univers, et que je compte proposer en OS, c'était prévu pour ce samedi. Oui, 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 il faut juste que je fasse l'annonce de recrutement. Et Voilà. ça va être très très bien parce que c'est un univers vraiment assez. En fait, c'est pas le genre d'univers avec plein de secrets et tout. Non, faut pas s'attendre aux secrets. C'est vraiment l'atmosphère et comment les personnages vont se mettre en place. Bon, je connais pas l'univers de Perdu sur la pluie vu que en fait j'ai acheté Libreté qui reprend le même univers, mais voilà. Donc là, il a repris en fait, il a créé une mécanique s'inspirant de d'Apocalypse World, mais il a apporté certaines modifications dans le principe de la bille noire que j'ai trouvé très très sympa. Mais il faut que les joueurs soient vraiment honnêtes en fait par rapport à leur personnage, parce que lorsque lorsqu'un lorsqu'un personnage doit faire un enfantillage, qu'on appelle un enfantillage, c'est en gros une action définie par les actions d'Apocalypse World.
Eh bien, il doit décider en fait. C'est à lui de déterminer à quel point il est stressé et selon son niveau de stress ou de son implication par rapport à la situation, il doit investir un certain nombre de points de billes noires et c'est très intéressant, vraiment. Et ces billes noires, ça peut donner d'autres trucs. Si le personnage a accumulé trop de billes noires, bah, il peut craquer. Et c'est très très sympa. Je te dirai ce que j'en ai pensé quand j'aurai fait la partie. Ah, ok, bah c'est Josh. Et j'aimerais bien un petit retour. Et pourquoi pas l'essayer aussi un jour. Oui, oui, bah si la partie se passe bien, peut-être que je proposerai une petite campagne, genre maximum 10 séances, vraiment pour découvrir l'univers. Ok. Bah je pense on a fait le tour, hein. Donc on vous a dit c'est sur le pouce, hein, c'est la libre expression. On a parlé un peu de tout et de rien. Sur c'est surtout bah, comment faire c'est par internet pour créer une partie, hein, que ce soit du recrutement jusqu'au logiciel. Voilà. Par exemple, l'auteur, encore une fois, Viviane Fesson m'a conseillé quelques playlists en fait pour mettre de l'ambiance à la partie, donc je le remercie aussi pour ça. Voilà. Comme quoi, il faut toujours faire un peu de recherche, chercher toujours un peu de musique, chercher quelques images pour mettre l'ambiance sur la partie, autour de la table, on va dire, voilà, et c'est parfait. Voilà. Donc c'est vrai que ça, tout ce qui est recherche et préparation sera le sujet d'un prochain podcast. Celui-là pas sur le pouce, hein, on va le travailler. En attendant, amusez-vous, partagez, faites plein de soirées épiques et à la prochaine. Voilà, bah, à la prochaine pause ludique de l'univers.